Merci beaucoup Margot et merci à vous tous pour votre présence. Je voudrais dire que je suis très heureuse et honorée de présenter les communications qui vont suivre. Je tiens à remercier à mon tour très chaleureusement Lionel Larrey et Margot Valency pour l'organisation formidable de cette journée d'études. Je sais tout le travail qu'il y a derrière et aussi pour les magnifiques moments à venir. Je vais donc présenter Aurore Clavier dans un premier temps, puis Anne Pellabon. Nous garderons les questions pour la suite, juste avant la pause. Aurore Clavier est maîtresse de conférences en littérature des États-Unis à l'université Paris-Cité et membre de l'UMR Échelle. Ses recherches portent sur la poésie des XXe et XXIe siècles et sur les relations entre tradition, politique, des formes et constructions spatiales et historiques de l'Amérique. Elle est l'autrice d'une monographie intitulée Marion Moore, ou la tradition singulière, réinvention américaine chez Honoré Champion en 2024, ainsi que de divers articles sur la poésie moderniste d'après-guerre et contemporaine. Son projet le plus récent, entamé à partir de l'œuvre de Joy Harjo, s'intéresse à la poésie autochtone et à la fabrique littéraire des affiliations politiques. Aurore, c'est à toi. Et je parle comme ça. Voilà. Tout le monde m'entend bien ? J'espère que sur Zoom aussi, que vous voyez le PowerPoint. Oui, d'accord. Oui. Bon, super. Merci beaucoup. Je commence par remercier à mon tour l'immense équipe et généreuse équipe d'organisation. Je suis très contente de faire partie aussi de ce volet. Je m'incruste un peu dans toutes les étapes du séjour. Donc, voilà, entre Paris et Bordeaux, je suis très contente de revenir. Merci. Alors, je vais commencer. Effectivement. Enfant à naître, porteuse des chants et des histoires d'un peuple. J'aurai pas le temps de tout lire, mais voilà, je vous laisse lire en même temps. Guerrière poète, nommée par les ancêtres d'une cérémonie rêvée, ou simple nobody, interpellée par la voix de cette autre personne, dans les poèmes d'Emily Dickinson. Chez Joy Harjo, les origines de la vocation littéraire se narrent bien souvent comme un récit mythique. Parfois, pourtant, elles nous sont livrées sur un mode plus terre-à-terre, non sans se lier à ces mêmes ancêtres, tribaux ou littéraires, anonymes ou non. À la question de Susan Thornton Hobby sur ses premiers écrits poétiques, l'autrice répond ainsi. The first poem I remember writing was unmemorable. In 8th grade, Mrs. Costello told us to pull out our paper and pens and write a poem. We were baffled. What? Poems? She gave no other instruction. She wanted to have material to submit for a statewide anthology of student writing. She submitted my poem and a story I wrote earlier in the class. The story got honorable mention. The poem disappeared. Aussi fortuit, aussi modeste qu'il puisse paraître, c'est bien ce Debussy qui retiendra mon attention. Une anthologie. Forme d'apparence, là je vous mets quelques lectures, forme d'apparence aussi classique que protéiforme pour qui cherche à la définir, elle est à minima ce rassemblement de plusieurs textes, œuvres d'auteurs distincts, dont l'appariement exige un regard organisateur, une réflexivité critique, un acte éditorial. La pluralité qui la fonde, comme les intentions dont elle découle, ont pourtant tôt fait de l'attirer vers tous ces autres montages qu'elle avoisine souvent, recueils, morceaux choisis, collections, magazines, voire bibliothèques ou même musées. C'est dans cet entre-deux qui relie le format consacré du livre de référence et les formes proliférantes du multiple qu'il nous reviendra de penser ce que j'ai appelé une poétique anthologique, comme certains critiques ont pu parler de gestes, de stratégie, de scénarii, de principes ou encore de dynamique anthologique. Si le travail de Joy Harjo nous y invite, c'est qu'elle a non seulement depuis ses années de collégienne trouvé sa place dans de multiples anthologies, accédant peu à peu à un statut canonique, mais qu'elle a aussi fait œuvre d'anthologiste, comme il a été rappelé dans l'introduction, en dirigeant ou coéditant plusieurs volumes de ce type.
Le programme de cette journée d'études nous dit assez enfin combien sa propre écriture nous engage à penser le recueil, voire le poème lui-même comme assemblage et comme assemblée, pour reprendre une analogie étudiée par Juliette Huttard. J'y reviendrai moi-même, mais en prenant pour point de départ non pas l'unité d'un texte ou d'un livre, mais 3 volumes anthologiques publiés entre 1997 et 2021, sorte d'anthologie déployée sur près de 30 ans. En m'appuyant tout particulièrement sur leurs paratextes, titres, sommaires, préfaces, introductions aux diverses sections, je chercherai à voir en quoi cette pratique éditoriale relève d'une forme de composition à la fois poétique et politique. Quel territoire permet-elle de réaffirmer, voilà, une sorte de sommaire? Quelles histoires s'y racontent, s'y inventent, et quelle temporalité permettent-elles de conjuguer? À quelles communautés, enfin, permet-elle de se former au-delà du canon et de ses talents individuels? Donc, contre un empire anthologique, ce sera ma première partie un peu plus contextuelle. Je commence avec une citation, un bout de citation. More and more clearly it is seen that the American soul, the American conception of democracy, Americanism, should be made prominent in our school curriculums. Comme on l'entend ici, rattacher une œuvre autochtone à un tel format pourrait sembler historiquement hasardeux. Aussi loin qu'on en situe l'origine, l'objet a toujours entretenu les liens les plus étroits avec la tradition euro-américaine qui en a inventé la forme littéraire, tradition qu'elle a légitimée en retour. Certaines histoires en font remonter les débuts de l'Antiquité, dans laquelle elle puise aussi ses racines étymologiques. Anthos Legain ou collection de fleurs. Longtemps, ces volumes circulent pourtant sous d'autres noms, bréviaires, éclogues, compilations jusqu'au Moyen-Âge, puis miscellanés, cabinet des muses, dès l'époque moderne. Au tournant des 19e et 20e siècles, le mot anthologie s'impose enfin. Entre-temps, la forme est devenue affaire de patrimoine. Il importe désormais d'affirmer une histoire littéraire nationale, à même de consolider les contours culturels et bien souvent racialistes des nouveaux États-nations. L'enjeu est de taille en Amérique. Il faut inventer cette littérature dans l'ombre portée de l'Europe, avec laquelle elle continue à converser, au moins autant qu'elle cherche à s'en défaire. La destinée manifeste que s'invente alors l'Amérique trouve un vecteur littéraire tout désigné dans l'anthologie qui, dans sa forme la plus traditionnelle, scolaire ou académique, cherche à ramener la pluralité des voix sous l'unicité du canon. L'anthologie se fait volontiers impérialiste. Pas plus que d'autres, celui qu'on nomme alors l'Indien n'y a sa place, sauf à survivre comme dernier représentant de sa lignée, si ce n'est déjà comme un fantôme. Je vous ai mis un exemple un peu typique d'une anthologie où on voit bien un canon hautement divers, et avec Longfellow, l'auteur de The Song of Hiawatha, qui est typiquement une mise en œuvre de l'Indien fantomatique, en voie de disparition. Pour mieux perpétrer cet effacement historique et littéraire, l'anthologie devient l'outil même de l'assimilation culturelle, imposée aux enfants autochtones dans les pensionnats indiens dès la fin des années 1870. Il n'est qu'à parcourir les programmes et autres recommandations pédagogiques, dont certaines sont signées Richard Pratt en personne, pour comprendre le rôle que jouent les primers et les readers dans l'acquisition forcée de l'anglais, langue de l'ennemi, dira Joy Harjo. Enfant de la ville, né en 1951, Harjo ne connaîtra pas les violences les plus extrêmes de ce système éducatif, mais elle n'en croisera pas moins des ouvrages comparables dans le cadre scolaire ou familial. Elle fait référence à plusieurs d'entre eux dans ses autobiographies. Au moment où bien des anthologies étendent ainsi l'empire du canon américain, la tradition autochtone ne se retrouve pas tant oubliée que cantonnée à la seule bibliothèque coloniale, telle que l'élaborent alors de nouvelles sciences humaines. Tandis qu'anthropologues et curateurs amassent des milliers d'artefacts et de restes humains à des fins de mesure et d'exposition, les ethnographes de terrain entreprennent quant à eux de consigner des paroles autochtones, prétendus vestiges d'un passé que d'aucuns jugent menacé par la modernité. C'est la mission de sauvetage, on parle de salvage ethnography, que viendra théoriser l'influente école de Franz Boas après-guerre en systématisant le travail de collecte. Mission dont le discours est simultanément diffusé par nombre d'anthologies plus grand public. Je vous en ai mis quelques exemples dans The Indian's Book de Natalie Curtis, 1907, ou le plus célèbre Shaking the Pumpkin de Jerome Rothenberg, par exemple, publié dans les années 70. Si Joy Harjo, comme la poète Christos avant elle, peuvent ainsi affirmer que nul auteur ou autrice autochtone ne figure dans les anthologies américaines, on ne saurait guère mieux les trouver dans les livres de poésie dites indiennes. Quand les textes y demeurent souvent collectifs et anonymes, ces ouvrages sont, eux, signés du nom d'un éditeur individuel non autochtone.
Les œuvres y sont choisies pour représenter des traditions ancestrales, atemporelles, intentionnellement défaites de tout contexte social ou charge politique. Elles y sont écrites enfin comme traces d'une parole orale dont il s'agit de révéler le potentiel poétique, avec beaucoup de guillemets, pour en légitimer l'étude. Pour Vincent Deben, l'entextualisation produit alors une source à documenter ou un signe à interpréter, mais jamais une énonciation dont l'autochtone serait le sujet. Pour Robert Dale Parker, c'est là qu'a lieu la paradoxale invention de la littérature américaine, je vous ai mis les deux références, la prétendue découverte d'orature en tant que corpus littéraire, qu'entreprendront de se réapproprier pleinement les auteurs autochtones tout au long du XXe siècle, notamment à partir des années 1970 et de la fameuse Native American Renaissance. Dans cette entreprise politique menée sur fond de guerre des canons, le rôle de l'anthologie s'avérera crucial en donnant corps à de nouvelles formations, à l'image de The Native Indian Speaks, puis de Remembered Us, j'ai oublié de vous les mettre, et du foisonnement anthologique qui suivra à partir des années 2000. C'est de ce double contexte, entre appropriation coloniale et activisme littéraire, que Joy Harjo se réclamera justement l'héritière. Reinventing, donc ma seconde partie, table, carte, atlas, déplacer le canon. Je les ai remises ici. Reinventing the enemy's language. When the light of the world was subdued, we came through. Living nations, living words. Si les trois anthologies de Joy Harjo sont bien désignées comme telles, stratégie éditoriale oblige, le territoire esquissé par leur titre semble quant à lui moins acquis. Seule la première des couvertures fait mention de l'Amérique, exonyme colonial d'un pays élevé aux proportions d'un continent entier, adjectif erroné, bien souvent accolé sans distinction aux contours politiques et à la tradition littéraire d'une même nation états-unienne. En ne nommant pas l'Amérique, ou pas comme on l'attend, Joy Harjo vise moins à l'escamoter qu'à en dénaturaliser le périmètre pour mieux en faire surgir les strates anciennes et les lieux à venir. De tous ces livres ressort, étrangement, comme une surabondance d'espaces pluriels dont il s'agit d'envisager les coïncidences. Anne Ferry, dans cet ouvrage, rappelle combien l'anthologie a justement trait à la spatialité. Espace physique, elle est bien sûr d'abord un volume, un ensemble de pages, d'entrées, de sections, contenant en somme dont l'ordre doit justifier la diversité de tout ce qu'on y place. Espace métonymique, elle rassemble des pièces qui deviennent les fragments représentatifs d'œuvres entières, elles-mêmes partie d'un grand tout, la littérature nationale ou autre. Espace métaphorique, enfin, quand elle devient jardin ou cabinet des muses, autant de lieux où s'imagine une sociabilité littéraire et où s'élabore son système de valeurs. En revisitant ces multiples modalités, Joy Harjo ne substitue donc pas seulement un territoire à un autre. Œuvre de souveraineté littéraire passe aussi chez elle par une série d'actes éditoriaux qui redistribuent les rapports entre des lieux concomitants. Les gestes qu'imaginent sa poétique anthologie qui redéfinissent ainsi, quasi littéralement, ce nouveau partage du sensible dont Jacques Rancière fait le cœur de sa politique de la littérature. Dans la première anthologie qu'elle coédite avec Gloria Bird en 1997, à partir des textes de femmes autochtones, la référence spatiale semble à première vue très discrète. Le motif sur lequel s'ouvre la préface en forme de dialogue se révèle pourtant un paradigme puissant. Je vous laisse lire pour gagner un peu de temps. Et je commente. Quand l'analogie du cabinet ou du musée faisait de l'anthologie classique un lieu de prestige où exhiber la collection à l'œil averti du connaisseur, ces lignes d'ouverture nous conduisent vers l'espace intime des échanges familiers, domestiques. Cet espace dont Joy fait le cœur de son poème « Perhaps the world ends here ». Cœur du foyer, la table se refuse pourtant à toute centralisation. Objet simple, horizontal et disparate, elle rappelle le pouvoir subversif que lui prête Georges Didier Huberman contre l'autorité verticale du tableau. La table n'est que le support d'un travail toujours à reprendre, à modifier, si ce n'est à recommencer. Elle est un plan de travail qui accueille sans hiérarchie. En tissant des relations entre autrices de tribus diverses, dans un projet lui-même explicitement inspiré par une rencontre transautochtone, la table n'est jamais que le lieu préliminaire, ou plutôt une forme alternative de l'Atlas, où le même historien de l'art reconnaît, malgré ses apparentes accointances avec la géographie ou la cartographie coloniale, un lieu miné, subversif, éminemment fertile, celui d'une connaissance traversière. Les anthologies suivantes ne feront que confirmer ces lignes de continuité. Travail collectif lui aussi, When the Light of the World Was Subdued s'organise ainsi autour de grandes régions que je vous laisse découvrir. À chacune, Joy Harjo associe un ou une poète représentatif ou
représentative chargée d'en rassembler les textes avec elle et d'en rédiger l'introduction qui toujours rappelle une relation étroite, culturelle, sociale, politique ou spirituelle à un lieu, qu'il soit terre ancestrale ou zone de migration plus ou moins forcée. Poursuivant ce travail, Living Nations, Living Words nous livre sans doute la version la plus aboutie de ces recompositions anthologiques de l'espace. Projet signature issu des mandats de Poet Laureate occupés par l'autrice entre 2019 et 2022, l'objet se déploie comme une double, voire comme une triple anthologie, conçue comme cartographie interactive, archive sonore hébergée par la Bibliothèque du Congrès et comme livre imprimé paru chez Norton en 2021, un an plus tard. Il y aurait beaucoup à dire sur ces cartes historiques consultées par l'éditrice et disséminées au fil du parcours numérique, ou sur le choix délibéré de ne faire apparaître aucune délimitation politique sur la carte au profit de la seule topographie et de savoirs géographiques encodés dans différents biens culturels. Elle en parle dans la préface, paniers, camps, campements, champs traditionnels. Donc les cartes sont partout, là où on ne les attend pas. Qu'il suffise ici de souligner combien le projet élabore une carte qui ne dit peut-être pas son vrai nom, un atlas contre-cartographique. À travers une série de gestes coutumiers, l'anthologie nous engage à recomposer un espace littéraire moins familier. Zoom avant et arrière, resserre ou étend la carte au gré d'associations tribales. Et on peut aller jusqu'à l'île de Guam, dans l'océan Pacifique. Donc, associations tribales, régionales, nationales ou transautochtones. Déplacements et rapprochements sur la carte rappellent les migrations forcées ou volontaires. Clics et fenêtres ouvertes, comme ici, nous font passer d'un plan à un autre, offrant de multiples approches sensitives, vision, lecture, écoute. Dans ce cadre mobile, l'introduction de Joy Harjo, fondée sur la cartographie symbolique de sa culture Muskogee, n'offre jamais qu'un parcours parmi d'autres. Libre à nous d'emprunter d'autres chemins, ainsi que le rappel, malgré l'apparente fixité de sommaire dans la version imprimée, la préface, en concluant comme la version digitale en forme de commencement. You can begin anywhere. On peut commencer partout. C'est ce qui m'amène à mon dernier temps, avant de conclure rapidement. Donc, histoire littéraire au pluriel au-delà du temps colonial. En reliant ainsi fin et commencement, Joy Harjo nous incite à parcourir l'anthologie comme on le ferait d'une histoire. Tel est d'ailleurs le nom du support hébergé par la Bibliothèque de Washington, une carte récit ArcGIS ou Story Map. Une fois encore, le projet pourrait sembler renouer avec la longue tradition des anthologies littéraires, dont la structure épouse fréquemment un ordre chronologique, rythmé par des périodisations historiques, des mouvements littéraires ou la simple succession des biographies d'auteurs. Le format peut encore vouloir marquer la rupture lorsqu'il conditionne sa sélection à une réécriture téléologique de l'histoire, dont le présent de la publication serait l'aboutissement, ou quand il se veut d'avant-garde, moderniste, nouveau, rompant net avec les traditions qui le précèdent. C'est le jeu de l'anthologie manifeste qui cherche à reconfigurer le temps à coups de lignes brisées de formations inédites, qu'elles soient esthétiques, générationnelles ou politiques. On l'a vu, inscrire la littérature autochtone dans le temps de l'histoire constitue en soi un acte de résistance, comme l'explique Joy Harjo elle-même, en rappelant combien les natifs s'en sont souvent trouvés exclus et leurs chants volontairement oubliés dans ses diverses introductions. Elle le dit par exemple dans 2 anthologies que j'ai citées ici. En réponse à cette amnésie nationale, ces anthologies affichent clairement leur ancrage temporel, tantôt au sein d'une histoire longue, à l'image de la première publication de Norton, donc When the Light of the World Was Subdued, dont chaque section géographique se déploie aussi chronologiquement, à partir d'un passé pré- ou post-contact. Tantôt dans un présent partagé que les titres de 97 et 2021 conçoivent à la fois comme survivance, processus et potentialité. C'est le sens de ces formes en ing, Reinventing the Enemy's Language, Living Nations, Living Words. Processus en cours. Revendiquer le temps ne signifie pas pour autant en suivre la seule ligne dictée par l'occupant. Ainsi que l'explique Mark Rifkin, habiter l'État colonial ne laisse souvent pour toute alternative que le choix entre le maintien d'une prétendue pureté aborigène ou dissolution dans un cours imposé de l'histoire nationale et littéraire. Un tel constat n'invite pas seulement à réinscrire la tradition autochtone dans un même moment contemporain, en supposant la synchronicité des histoires natives et états-uniennes au sein d'un temps unique et prétendument neutre. C'est ce qu'il critique, ce temps colonial prétendument neutre. Il engage aussi à parcourir la littérature autochtone au prisme de temporalités multiples, complémentaires, conflictuelles.
Pluraliser le temps et ses cadres de référence, je le cite ici, devient ainsi le moyen d'affirmer une souveraineté temporelle à rebours, contre ou au-delà du temps colonial. Quand Hardjo se réempare de l'histoire littéraire, c'est donc pour mieux en questionner le caractère d'autorité, le critère d'objectivité, fût-ce depuis Washington ou la prestigieuse maison d'édition Norton. L'histoire qu'elle réécrit n'a rien de cette science du littéraire instituée dès la fin du XIXe siècle à grand renfort d'anthologies académiques. Non, l'histoire qu'elle réécrit n'en est finalement qu'une parmi bien d'autres. Elle est une histoire de poésie, mais laisse entendre tous les récits mythiques ou biographiques, les chants, les prières qui la composent aussi, brouillant au passage les repères génériques imposés depuis l'Antiquité européenne. Sa capacité à varier, à bifurquer, à se démultiplier n'enlève rien à la valeur de vérité, d'où elle tire aussi son pouvoir performatif et réparateur, cérémoniel en somme. Cette histoire est variative plutôt que relative. Le titre de la première anthologie Norton, la plus clairement historique des trois, peut ainsi s'entendre de multiples façons, comme l'événement d'une résistance historique, comme récit de création, Muskogee ou Dîner par exemple, où l'humanité survit à l'anéantissement en passant d'un monde à un autre, comme promesse d'une survie future peut-être, contenue dans les savoirs autochtones. Pour les Premières Nations, la catastrophe annoncée est toujours déjà advenue, l'histoire à reprendre sans cesse. De façon comparable, les directions qui structurent... pardon, j'ai oublié de vous montrer ça, mais... j'ai oublié. Attendez. Voilà. Les directions qui structurent Living Nations, Living Words s'entendent simultanément comme les temps d'un cycle naturel, les étapes transformatives d'une vie humaine et les temps dramatiques d'un récit plus vaste, donc toujours géographique et narratif en même temps, auquel chaque auteur est librement rattaché, quel que soit son âge ou son origine géographique. Modèle qu'esquissait déjà le sommaire narratif de Reinventing the Enemy's Language, avant elle. Ainsi, les lignes temporelles esquissées par Hardjo ne se lisent jamais selon les ruptures soudaines, parfois brutales, qui scandent la littérature canonique. Ces assemblages y font coexister les générations proches ou lointaines, tout comme ils s'inscrivent eux-mêmes en tant qu'ouvrage dans une généalogie commune. Chez elle, et je crois que c'est ce que... voilà, on voit là... Chez elle, donc, les anthologies ont elles aussi des ancêtres, des parents, des cousins, des enfants. Le contemporain ne se loge pas dans l'immédiat, pas plus qu'il ne s'oppose à la tradition. Bien au contraire, le présent s'unit au passé au sein d'un continuum où l'anthologie incite à opérer des retours, des croisements, des appariements contre l'apparente linéarité de ses pages. Tel est le pouvoir de montage, de remontage du temps que recèle l'anthologie. La survivance autochtone, selon Gerald Wiesener, n'est peut-être pas sans lien avec celle dont Georges Didier Huberman fait la clé de son histoire de l'art. Et donc je conclus. Oups. Là réside peut-être une dernière modalité de l'anthologie sur laquelle je souhaite rapidement clore. Si les travaux de Joy Harjo se distinguent si nettement des sélections les plus traditionnelles, c'est aussi parce qu'ils s'apparentent à un type bien spécifique d'anthologie, l'anthologie d'écrivain, telle que l'analyse Didier Alexandre dans son ouvrage. Souvent écrite en marge, si ce n'est à l'encontre des manuels scolaires et universitaires, cette anthologie d'écrivains permet à l'auteur ou à l'autrice d'y recomposer la tradition à la lumière de son propre corpus, de constituer, je cite, son histoire de la poésie et par elle l'histoire de sa poésie. À bien des égards, les anthologies de Joy Harjo nous font entendre sa poétique personnelle, comme on le verra aujourd'hui. Et après tout, An American Sunrise est vraiment pris en sandwich entre deux anthologies dont j'ai pu parler aujourd'hui. Voilà. Mais il ne faut pas oublier combien ce sont aussi des travaux collectifs, œuvres des auteurs, coéditeurs, étudiants mis à contribution, dont la pluralité se traduit par des dénominations, des choix formels ou des stratégies linguistiques parfois très divergentes. On peut ainsi tracer, et je cite à nouveau Didier Alexandre, cet autoportrait d'un poète opéré par le détour de l'autre, diluant la singularité d'une personne pour la fondre dans une communauté personnelle. Plus exactement ici, peut-être, diluant la singularité d'une personne dans une succession de cercles toujours plus vastes, Muskogee, pan-tribal, transautochtone. Je suis pourtant tentée d'ouvrir sur la proposition inverse, celle d'une diffusion du collectif dans toutes les singularités qui le composent. Unis par un même lieu commun, et donc Craig Womack a certainement l'intuition la plus juste dans ce fameux ouvrage où il parle de l'attachement tribal de Joy Harjo, qui est en fait la clé de son pantribalisme. Je vous laisse lire la citation.
Donc pantribalisme, se refusant à toute identité générique, communauté formée d'expressions singulières, loin du jeu whitmanien et des multitudes qu'il entend contenir, le nous ontologique chez Joy Harjo se veut avant tout la promesse politique d'une écoute portée à toutes les voix de l'Assemblée. Et je vous remercie pour votre écoute.